Alors vous arrivez tous petit à petit, je vois dans le chat. Les Bayonnais sont en forme déjà. Vous inquiétez pas, on va en parler. Et avant de débriefer, bien sûr en premier ce Toulouse-Toulon, on va regarder un petit peu les unes du middle parce que oui, ce week-end. Oui, on est bien dimanche, désolé, je suis un petit peu perdue. La Pro 2 c'était jeudi, donc t'es décalé. Excusez-moi, ça a joué jeudi, donc je suis un peu perdue. Tout ça pour vous dire. Ils sont en bas à gauche, mon tour. Ouais. On a 4-1, donc la tête hors de l'eau, très beau jeu de mots hein, pour ces Montpelliérains qui s'éloignent un petit peu de la zone rouge. Mort de faim pour les Vantés, un bon bol d'air, pour le Parisiens. Stade français. Et ensuite, l'Adour ouf. Donc Yanis, est-ce que tu peux nous expliquer ce petit jeu de mots parce que moi je suis pas convaincue. L'Adour, c'est la rivière que puis-je dire le fleuve qui traverse Bayonne. Et donc l'amour ouf, c'est une référence à l'amour ouf qui est un film produit par Gilles Lelouch. Dans lequel il y a Adèle Exarchopoulos et il va loin dans l'analyse. Voilà, qui est tiré d'un livre où il parle d'amour. Enfin, j'ai pas vu le film. Tu l'as pas vu? Le film, bah non, il vient de sortir. Le livre non plus. J'ai pas lu le livre non plus. J'ai pas vu le livre. Et ce soir, on va analyser des matchs qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas lus. C'est pareil. Voilà, jeu de mots plutôt bien. Enfin, je sais pas ce qu'ils en pensent dans le chat. Bah, moi, je valide le jeu de mots. Hein. On peut rendre hommage. Très gros adepte de jeu de mots. Et là, je dois dire que c'est bien exécuté. Dédicace à Tristan Fayard qui l'a trouvé. Rendre hommage. Alors, désolé parce que je suis en train de lire le chat en même temps et je vois que Loïc a encore un t-shirt avec un gros logo. T'as l'habitude de mettre des t-shirts avec des logos. Il est sponsor, c'est ça qu'on dit pas. C'est qu'en fait, depuis le début, l'Émiratif Béziers, là, il est sponsor, il touche des ronds à chaque fois qu'il passe dans une émission. J'ai pas le droit de le dire. Non, parce que pendant la troisième mi-temps, j'avais un t-shirt. On parlait de maillot de l'équipe de France et j'avais un t-shirt bleu, blanc, rouge, mais avec un gros logo aussi d'une marque. Et du coup, je me suis déjà fait vanner là-dessus. Donc tu t'es déjà fait vanner, mais écoute, ils ont continué. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. On va tranquillement aller sur le débat. T'as envie de faire une blague? Ah oui, on a les mêmes sponsors. Sauf que moi, la marque me l'a offerte, pas toi. Toi, tu l'as payé. Oui. Est-ce que ça vous dit qu'on aille débriefer ce Toulouse-Toulon? Ouais, je l'ai pas payé. Bon, je suppose que oui, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, on y va, jingle. Du coup, on va parler du... Quoi? On va parler du champion, là. Ouais, il l'a préparé pendant la pause, j'en ai marre. Vous voyez mes soirées à quoi non, mais ça marchait moins bien parce qu'Achraf n'a pas eu le réflexe visuel. Voilà, on peut voir. On parle du champion. Laisse-le, Achraf il est un peu fatigué avec la défaite de l'OM. L'OM Toulon sera un enfer pour le H. Pour Achraf, le croisé dans la rédaction, il a failli tuer quelqu'un, je pense. Bon, en tout cas, les Toulousains se sont imposés 57-5. On peut le dire, c'est sans appel. Je m'attendais pas à une victoire aussi large. Une victoire, oui, je vais pas vous mentir, mais aussi large, je pensais pas. C'est à la fois génial pour les Toulousains, décevant pour les Toulonnais. Comment vous l'analysez, vous, cette victoire? Je pense que les supporters toulonnais, du moins, s'y attendaient un peu. Équipe remaniée, c'est vrai que voilà, Pierre Mignoni a pas mal fait tourner cette saison. Toulon a joué beaucoup de matchs à l'extérieur cette saison. Et donc, c'est vrai qu'ils ont réussi à capitaliser à domicile, mais à l'extérieur, ça a été plus difficile, une ligne de 3/4 remaniée notamment, face Toulouse qui joue comme ça, Capozzo en pleine forme, Malia en pleine forme, Ramos en pleine forme, Dupont aussi, forcément ça se paie cash, ça se paie très 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 cher. Devant, ils ont un peu plus tenu, Toulon, il y a Tolofoa, Lucchesi, mais c'est vrai que derrière, ils ont pris l'eau et malheureusement c'était un peu prévisible aussi, ligne de 3/4 remaniée, notamment au centre où ils se sont fait pas mal transverser, Capozzo qui a mis Gamin Villiers dans sa poche. Et donc voilà, ça fait ce score-là. Et Capozzo, je crois que vous en avez déjà parlé dans les troisième mi-temps, mais qui fait un début de saison monstrueux. Oui, très fort depuis le début de saison. C'est vrai, beaucoup de vitesse, Tu voulais en parler peut-être? Non, vas-y tout. Loïc est concentré, là, ça y est, il est parti dans son émission, tu vois. C'est un mec qui a quand même eu quelques difficultés en arrivant à Toulouse, beaucoup de concurrence. À la base, il voulait s'installer à l'arrière, mais il y avait Thomas Ramos. Là, en plus, avec Kinghorn, c'est sûr que sa place, c'est à l'aile. Et il répond plutôt bien, il fait un gros match contre Pau. Là, il refait un gros match ce soir. Que dire à part... J'ai l'impression que c'est... Alors, peut-être que ça va paraître un peu dur, mais qu'il s'est enfin trouvé. Sur l'aile toulousaine parce qu'il a eu des débuts. C'est un peu dur parce qu'il a toujours été plutôt bon, mais bref, non, pas toujours plutôt bon. Il a eu des périodes où il a été bon. Après, il a eu une période un peu plus compliquée
ou aussi du fait de la concurrence. Hein. Et là, aujourd'hui, il est quand même devant Mathys Lebel, t'as l'impression. Oui, clairement, pour moi, il est imbougeable à l'aile. Et donc, non, et puis son profil derrière le sert, parce qu'il est capable, il est bon sous la réception de ballon haut, il est bon au pied, et puis surtout, il relance des ballons à la toulousaine, quoi. Alors là, il était face à la presse cette semaine, et du coup, on lui a demandé si effectivement il sentait, là, il fait un très bon début de saison, il a quand même bien fini la saison dernière, en grattant sa place, notamment pour la finale. On lui a dit, pourquoi selon toi, est-ce qu'il y a eu un déclic, une phrase de ton entraîneur, je sais pas. Il a dit, pour moi, la différence, c'est que je suis enfin 100% physiquement et que je peux enchaîner les matchs. C'est qu'il a eu pas mal de blessures. Et là, enfin, il arrive à enchaîner, à jouer libéré. Et en plus, quand il n'y a pas un soigneur qui vient couper ses courses, forcément. Peut-être tout le monde aurait dû faire ça. Quand il est le long de touche, vite faire rentrer le soigneur. Oui, c'est vrai. Alors là, dans le chat, on nous dit Toulon sans serein, c'est bas de tableau. Non, mais c'est dur. En vrai, moi là, j'en peux plus de voir des matchs comme ça les dimanches soirs. Non mais très sérieusement, au bout d'un moment, ce match, j'ai l'impression de l'avoir vu 50 000 fois. Il y a eu Clermont il y a 2 semaines. Là, il y a Toulon. C'est des équipes qui font tourner à l'extérieur. On fait plaisir à Yuyut, on fait plaisir à Tolofoa. On les remet. Jeu, entre guillemets. Alors bon, je critique pas du tout Yuyut et Tolofoa, qui par ailleurs, Tolofoa fait plutôt un très bon match. Enfin, un bon match par rapport au reste de ses coéquipiers. Mais c'est simplement se dire, on va faire tourner à Toulouse. Et puis oui, résultat, t'en prends presque 60. Beaucoup d'équipes font ce calcul. On laisse passer Toulouse. Mais à ce rythme-là, après, on peut pas se plaindre que Toulouse est en forme en fin de saison. On fait tourner son effectif à Toulouse, on les laisse gagner facilement à la maison, après ils vont faire des coups à l'extérieur. Bah oui, mais sauf que Toulouse, pourtant, des équipes comme Bordeaux et Castres ont montré qu'on pouvait leur faire la guerre à ces Toulousains, qu'on pouvait gagner, qu'ils avaient aussi des failles, même à domicile, les Bordelais l'ont montré à domicile. Donc je comprends pas qu'encore aujourd'hui, on fasse tourner à ce point à Toulouse et donner des matchs aussi inintéressants que ça, où franchement il n'y a rien à analyser. Pour le spectateur, c'est beaucoup moins intéressant, mais malheureusement, j'ai envie de te dire que ça s'est démocratisé, quoi. Maintenant, les coachs font tourner à Toulouse et malheureusement... Alors on les met plus les dimanches soirs. Non mais au moins on les met pas le dimanche soir. Non mais juste c'est un match pour moi qui a été inintéressant tout court. Ouais, dans le chat on te rejoint. Hein. Après tu parlais de Clermont, mais le problème c'est que Clermont est pas trop fait tourner. Ouais, alors Clermont, non mais tu veux bien le dire, c'est vrai que Clermont, je suis dur là, Clermont a pas fait tant tourner que ça, mais je pense que j'ai pas creusé très longtemps pour trouver un autre exemple il y a pas si longtemps. Toulouse à domicile. Après, le problème, j'ai envie de te dire, c'est que Bordeaux avait fait un peu tourner, mais que Bordeaux a... mais attention, il y a tourné. Bordeaux avait quand même mis sa charnière internationale, il y avait Louis Belbierre à l'arrière, c'est pas n'importe quelle équipe de Bordeaux. Je te charrie. Oh, c'était une petite pièce comme ça, gratuite. Oui. J'ai vu passer dans le chat aussi, ça parle de Malia. Malia qui... En fait, je me dis que Toulouse a toujours des solutions, que ce soit s'il y a un blessé ou si les internationaux ne sont pas là. Ils ont toujours une solution où, en fait... même si tu mets le mec qui est censé être après un tamac ou qui n'est pas forcément censé être en 10 ou si au mi, en fait ça marche quand même, quoi. En fait c'est marrant parce qu'on a rigolé avec Loïc avant le match, on se disait là ils ont un trio Malia, Kinghorn et Ramos, ils peuvent être tous les trois à une position différente, ça nous aurait pas choqué, on aurait pu mettre Ramos à l'ouverture, Kinghorn à l'arrière et Malia à l'aile, on se serait dit c'est logique, et au final c'est Malia à l'ouverture, Ramos à l'arrière et Kinghorn à l'aile, regarde ce qui s'est passé. Ça marche aussi. Quand Ramos sort, c'est Dupont qui passe 10, Malia sur l'aile, Kinghorn à l'arrière. Ils ont des solutions. Ou Malia passe à l'arrière et Kinghorn à l'aile, mais bon, c'est pareil au final. Ils ont des solutions partout et Malia, c'est vrai que c'est un peu l'élément central, le mec qui caractérise le plus, en tout cas, cette polyvalence toulousaine. Lui qui est capable vraiment, pour le coup, de jouer tous les postes derrière, à part numéro 9, je pense, même si je pense que si on le met, il sera pas horrible. Puisqu'il a jeu au pied, vista, vitesse, physique. Il sait tout faire. Après, Malia, c'est un des joueurs comme il y en a très peu en top 14 quand même. C'est vraiment le très couteau suisse par excellence. Oui, mais c'est un couteau suisse, mais en même temps, il est tellement fort qu'il pourrait jouer partout. C'est normal, on dit Dupont pour le mettre au centre, mais Malia, c'est pareil, tu peux le mettre n'importe où. Il a tellement des qualités au-dessus du lot que tu peux le mettre partout. Que ce soit 10, à l'aile, à l'arrière, au centre même. Il peut jouer partout parce qu'il est trop fort. Et surtout, il dépanne Toulouse des moments où, par exemple, là, on va y arriver ces prochaines semaines, quand il va y avoir des doublons. La semaine prochaine, c'est un faux doublon, mais il y aura quand même beaucoup de Toulousains qui seront pas là dans l'effectif. Et Malia est capable de colmater des brèches par-ci par-là. Et il est quand même peu blessé, en tout cas avec Toulouse. Donc il rend bien service sur les périodes de doublons.
En tout cas, oui, il commençait déjà à parler des doublons dans le chat, vu que ça va arriver quand même. C'est toujours compliqué de... Alors Toulouse, c'est un peu particulier les doublons, parce qu'en fait, il y a un quota de stages sur l'année en sélection, et c'est-à-dire que là, des équipes qui peuvent ou non l'utiliser, c'est-à-dire c'est des stages de 3 jours, c'est-à-dire par exemple Capozzo, si je dis pas de bêtises, mais si pas de bêtises, Capozzo va partir avec l'Italie, il va revenir le jeudi et pourra jouer le week-end. D'accord. Et je crois qu'il y a... Mais parce qu'il n'est pas protégé. Oui, c'est ça. C'est un faux doublon, il n'y a pas de match, il n'y a pas de match d'Italie. Oui, mais il y a un contrat avec entre la fédération française et les clubs, mais il n'y a pas de contrat entre la fédération italienne et les clubs. C'est le quota de stage protégé. Il y a un nombre sur l'année et si c'est pas utilisé, il y en a qui l'ont trop fait. C'est-à-dire l'Italie, ils l'ont trop fait, donc là ils sont obligés de relâcher leurs joueurs. Bon, en tout cas, Toulouse se retrouve leader du championnat. À égalité quand même. Et non. Et si, égalité avec l'UBB. Mais non, ils ont pris 5 points. Non, mais ils ont pris 5 points, ils passent devant. Allez, t'as pas remarqué, ils ont pris le bonus offensif. Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu, ils ont marqué plein d'essais ce soir, Toulouse. Non, mais je croyais qu'ils étaient à égalité. Et après 3 je croyais qu'avec 5 points, ils étaient à égalité. Alors oui, quand tu marques plus de 3 essais, et que d'essais d'écart avec l'autre, et là le bonus offensif. Je pensais qu'avec 5 points, ils étaient devant. Non, mais moi aussi, au début, je pensais que c'était à égalité, mais non. Ils ont 29 points et l'UBB 28. Donc l'UBB repasse deuxième. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Toulon est 5e, avec 19 points. Ils sont quand même décrochés des... Ouais, mais une fois de plus, ils ont joué beaucoup de matchs extérieurs cette saison. Tu te rends compte, là, on parle d'une équipe qui est 5e et qui a pris une branlée monumentale. Je trouve que c'est très bizarre ce début de saison en top 14. En termes de classement et d'équipes qui alternent le chaud et le froid, des équipes... franchement, moi, ça me déçoit vraiment que Toulon fasse tourner à Toulouse. Parce qu'en fait, une équipe qui joue le top 6 et qui veut jouer les premiers rôles en top 14, elle n'est pas censée faire tourner à Toulouse. Après, je veux dire, non, mais on peut pas les blâmer, mais c'est juste à notre place de supporter. Mais on peut pas les blâmer puisque Pierre Mignoni a peut-être vu Clermont avec tous ces titulaires qui a pris une fessée aussi. Mais juste d'un point de vue supporter ou observateur du top 14, c'est pénible puisque tu te dis en fait ces équipes peuvent mieux faire face à Toulouse et ne leur donne pas l'adversité qu'il faudrait pour les faire vaciller. Ma foi. Est-ce que ça vous dit de passer à l'ovation de la rédac ? Allons-y. Vu que, à moins que vous ayez quelque chose à dire encore sur ce Toulon. Demande au chat. Je pense que c'est bien débriefé, il n'y a pas grand-chose... Ouais... Et alors, je sais pas ce qu'ils ont, les Bayonnais, là, ils sont en forme, je vois du Bayonne partout, donc justement, on va y passer. Allez, allons-y alors, la door ouf. L'ovation de la rédac. Alors Bayonne qui s'était imposé 49-38 face à Lyon, c'était la première victoire à l'extérieur de l'Aviron. Ça fait du bien, ça fait plaisir et en plus une victoire avec la manière. C'est vrai que ça fait du bien à ces Bayonnais qui remontent quand même, ils font un bond dans le classement. Ils passent de la 7e place à la 3e place. Ils prennent une dimension différente là, pour la suite de la saison. Vu le match qu'ils ont fait à Lyon, il faudrait peut-être qu'ils mettent du synthétique aussi à Jean-Denis. C'est clair. Que visiblement ça leur réussit avec leur... triangle d'arrière 100% basque, Spring, Mousquet et Orabé. Et Gaëtan Germain, qui n'est pas basque, mais qui a aussi été très bon à la mêlée. Mais c'est vrai que dans un jeu fait de vitesse, de relance, de prise de risque, ils ont été vraiment incroyables. Ils ont fait chuter Lyon, qui était invaincu depuis, je crois, 1 an sur sa pelouse ou pas loin, comme ça. Et Lyon, qui faisait un très très bon début de saison, ils ont vraiment étouffé par le rythme mis. Ils ont été pleins d'audace. Ils ont réussi à casser de très nombreux plaquages dans la ligne de 3/4 lyonnaise. Il y a eu la spéciale Camille Lopez, il y a tout eu sur ce match. Et, franchement, bravo à eux parce que beaucoup les donnaient perdants avant ce match face à Lyon, qui une fois de plus faisait un très bon début de saison. Et non, ils ont été exceptionnels dans le jeu qu'ils ont produit, donc bravo à eux. Comme quoi, il faut envoyer la vraie équipe à l'extérieur. Puis en plus du mental, puisqu'en début de seconde période, Lyon revient, Lyon passe même devant avec l'essai de Ratez et Bayonne remet un coup de collier et creuse l'écart pour ne plus le lâcher. Et c'est vrai que c'est surprenant de cette équipe bayonnaise qui, en début de saison, on l'apercevait quand même en difficulté. On imaginait qu'elle allait se battre plus pour le maintien que pour le top 6. Et elle nous fait mentir. Donc bravo à elle. Je pense que le succès contre La Rochelle à Anoeta a vraiment débloqué les choses. Puisque au-delà du succès prestige, c'était aussi débloquer quelque chose de mental à Anoeta. Se dire que même si... je vais pas dire tout le monde nous croyait mort. Même si peu de gens croient en nous, nous on sait ce qu'on vaut et on fonce quoi. Donc
J'ai envie de revenir, ça va revenir sur notre débat de tout à l'heure, mais c'était quand même. Moi, ça m'a plutôt choqué cette déclat de Grégory Pata après le match qui a dit c'est la première fois que je dis à mes joueurs de jouer à l'extérieur. Ouais. Non, mais du jeu. Ouais. Alors, certes, c'était sur du synthétique, mais. d'accord. Pourquoi ne pas le faire surtout que lui, il a les joueurs, il a le matériel pour le faire. Oui. Et il y a des équipes à l'extérieur, c'est vrai qu'il y a une équipe plus physique, etc., justement pour fermer le jeu, mais Bayonne, il y a quand même globalement des joueurs pour jouer au rugby quand on regarde l'effectif. Donc c'est vrai que c'est surprenant et du coup on a envie qu'il le refasse plus souvent parce que c'était un match quand même qui était sympathique à avoir joué plus qu'à Montpellier où il tombait des trompes, quoi. Alors j'allais vous demander justement si tout l'enjeu ça va être que ça dure maintenant. Et dans le chat, on nous dit Bayonne. Super. Alors, je comprends pas le début de la phrase. Mais attention à la profondeur de banc sur l'ensemble de la saison. Ouais, c'était du bas, c'est pour ça, t'as pas compris. Ouais, non, putain, mais Super 3 a été. Bon, bref. Oui, profondeur d'effectif, mais là, tu vois, même avec. Ils ont quand même Tchèque Tibérien à l'arrière. Ils ont encore Gaëtan Germain. Non, mais Gaëtan alors, Germain, je sais pas ce qu'il devient. Alors peut-être que les Bayonnais dans le chat peuvent nous renseigner, mais Gaëtan Germain, a priori, il a toujours pas réussi à revenir de sa blessure, quoi. Pour le coup, lui, c'est plutôt dramatique. Ça fait 2 ans maintenant. Ça va faire 2 ans. Là. Oui. Non, mais c'est vrai qu'ils ont des joueurs quand même qui les portent, tous les Camille Lopez. Et encore maintenant, il y a Second pour ajouter, qui fait vraiment un très bon début de saison. Moi, je pense que ça peut durer. Les Kassim, les Makala, ce sont des mecs porteurs, mais ils ont aussi des seconds couteaux qui assurent par rapport à l'année dernière. Et puis tu en parlais tout à l'heure, Bayern a toujours montré du caractère et a toujours montré, c'est la saison où ils remontent, où ils sont quasi, je crois qu'ils sont 7e. Oui, on se dit ils vont faire le top 6. Justement, dernière journée, ils perdent de loup. Voilà. C'est ça. Non, mais voilà, ils ont toujours montré du caractère. Je me dis, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que, t'en parlais Yanis tout à l'heure, avec cette victoire contre La Rochelle, à Anoeta, celle-ci, est-ce que ça enclenche pas vraiment une nouvelle dynamique pour Bayonne qui va pouvoir capitaliser Entre les deux, il y a aussi un succès contre le Racing, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais je crois que c'était pas le Racing Non, c'est pas le Racing. Là, Bayonne, donc ils ont gagné au Loup. J'ai un trou de mémoire là. Il y a 3 victoires d'affilée, c'est ça, c'était contre le Racing. Ah, voilà. Mais oui, il y a une victoire contre le Racing qui était aussi assez éclatante, si je me souviens bien. Oui, 32-15. 32-15, c'est un bon score. Mais oui. Et d'ailleurs, je regardais avant l'émission, en moyenne, ils plantent quand même. Il y a une moyenne de 30 points pour Bayonne. Ils surfent sur une super confiance et ils ont. Comme je te dis tout à l'heure, ils ont des individualités qui portent le collectif. Le début de saison de Cyril Makala, c'est exceptionnel. Ils ont le triangle arrière là, qui régale avec Max Spring, Gorabé et Mousquet. Et quand ils sont pas là, il y a l'Argentin Carreras. Carreras, t'as Tiberghien, t'as Herbine Tegaray. T'as Tulagi qui est bon au centre. T'as Tulagi. En troisième ligne, t'as quand même Abel Köfner et Kassim. Ituria qui reste un mec qui a de la cote en top 14. Et puis ils ont un super recrutement aussi. Andy Bordelais par exemple en pilier, je trouve ça super. Mais surtout, je trouve l'avantage qu'ils ont peut-être par rapport à l'année dernière, c'est que le fait d'avoir Second, déjà Second fait des beaux matchs. Et surtout, ça permet de faire souffler Camille Lopez. Parce qu'en dernier, Camille Lopez, si je dis pas de bêtises, il joue toutes les journées. Où il y en a qu'une qui joue pas parce que c'est vrai que Dolagaray, c'était léger quand même à l'ouverture pour dépanner. C'est vrai que là, Camille Lopez, le fait de l'avoir plus frais sur certains matchs, ça permet d'avoir aussi un meilleur Camille Lopez sur toute la durée. Parce qu'en dernier, on sentait. Camille Lopez, l'an dernier, c'est 27 matchs, donc 26 en tant que titulaire. Mais tu comptes la Coupe d'Europe là Oui, il en a joué qu'un. Oui, puisqu'en top 14, il fait tous les matchs 26 top 14, donc tous les matchs. Donc oui, effectivement. Alors bravo à lui pour sa régularité, mais je comprends qu'à un moment. Il est remplaçant contre Montpellier seulement. Non, mais là, même Second est titulaire devant. Parce que Second fait des très bons matchs. Devant Lopez. Et puis en plus, Second a quand même un jeu qui correspond bien à celui de Bayonne au niveau des jeux au pied. C'est bien adapté. Oui, c'est bien adapté. Après, c'est un bon joueur. On n'est qu'à la 8e journée. C'est un bon joueur, c'est pas pour rien. Si le Stade Français, l'année dernière, ils étaient en demi-finale de top 14, ils échouent de rien face à Bordeaux, et là, le Stade Français est un peu plus en difficulté. Dans le chat, on nous dit que, effectivement, la rotation avec Second nous fait du bien. On passe au jaune bunker ? Allons-y. Si on a tout dit sur Bayonne ? Allez, c'est parti.
Alors le jaune bunker, c'était assez unanime. Tu l'as à la main, le jaune? Oui. C'était assez unanime dans la rédac tout à l'heure. On l'a donné à La Rochelle. La Rochelle qui s'est inclinée à Montpellier, qui a surtout marqué 0 points, puisque Montpellier s'est imposé 16-0. Je trouve que c'est vraiment pas ce qu'on attend d'une équipe. Pourquoi tu rigoles? Bon, je vois le titre. D'accord. Je rigole, c'est mon propre titre. Ah mais oui, c'est... Alors Le vas-y. vouloir du mec aussi à mon frère. Explique-leur ton jeu de mots. Je pense que tout le monde l'a compris. Mais non, mais La Rochelle replonge. Mais oui. Il est mort de rire. Non mais il y a 2 semaines, donc quand La Rochelle coule à Anoeta, t'as vu, je refais des jeux de mots. Donc il y a 2 semaines, quand La Rochelle coule à Anoeta, il y a l'énorme colère d'Ogara, d'Aldrit qui dit plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Pendant une semaine, on y a eu droit jusqu'à Bordeaux, le match contre l'UBB, où il y a eu du mieux dans le comportement, et à la fin du match, tous les joueurs étaient soulagés en se disant c'était la meilleure semaine d'entraînement parce que tout le monde s'y filait, personne ouvrait sa bouche. Au final, tout ça pour retomber la semaine d'après contre Montpellier, une équipe de Montpellier face à laquelle La Rochelle avait pourtant mis quelques-uns de ses meilleurs éléments. Alors il y a un facteur qu'ils n'avaient peut-être pas pris en compte, c'est la météo. Oui. Mais La Rochelle est censée être une équipe qui, dans ce genre de météo, c'est ce que j'allais te dire. Avec sa conquête, même si on sait que maintenant La Rochelle tente plus d'ouvrir le jeu qu'avant. Ils ont quand même un pack super solide. Et là, ils se sont fait manger en mêlée. Et ils ont été juste pas bons dans l'occupation, ou en tout cas dominés par les Montpelliérains qui étaient bien plus hargneux, qui avaient bien plus d'envie. Donc, encore une fois, on en revient à l'envie de ces Rochelais. Incompréhensible la manière dont il balance ce match. Au-delà du 0 point, quoi. Enfin, je sais pas, t'es La Rochelle, tu mets une de tes meilleures équipes, tu mets 0 point chez Montpellier. Ah, c'est choquant. On en attend beaucoup plus en fait d'une équipe qui joue le top 6. Enfin, pour moi, c'est vraiment catastrophique de ne marquer même pas 3 points, tu vois. Bah, ils ont eu l'occasion, mais plusieurs fois, ils ont préféré aller en touche. Ouais, ça avec le succès la preuve. Qu'on est là. Mais surtout, Yanis disait qu'effectivement, La Rochelle, c'est une équipe qui cogne dur. Là, ils ont été plutôt pris à leur propre jeu par Montpellier. Mais au-delà de ça, moi, c'est vrai, ce qui m'a déçu, c'est l'occupation au pied. Ouais. En face, Reina, qui est Hogg, qui était en 10, qui a quelques kilos en trop, mais n'a pas perdu son pied. Alors qu'en face, il y avait... Non mais c'est vrai. Et il a pris une balle perdue. Non mais vas-y. La balle n'était pas perdue, elle était visée entre les 2 yeux. Oui. Mais alors qu'en face, justement, on peut être déçu de Kerbarlo, Astoy, Dulin. Il y a plein de joueurs qui savent extrêmement bien jouer au pied et qui n'ont pas su répondre dans cette occupation. Et chaque fois, ils se sont fait enfermer dans leur camp. Et après, ils ont eu aussi énormément de situations dans les 5 mètres montpelliérains et jamais ils ont su marquer un essai, quoi. Non, franchement, ils ont été ils sont passés complètement à côté. Mais tu peux pas... Et en plus, on peut pas dire que le temps, c'est pas un argument. Je suis désolée, tout le monde regarde la météo avant de jouer un match. Non, mais même, c'est le contraire. Dans un temps comme ça, c'est justement là où on voit l'intensité, où on voit la façon dont... ce que donnent les équipes, quoi. Ce qu'elles ont dans les tripes, ce qu'elles ont dans le cœur, ce qu'elles ont dans... tu parles même pas de talent dans un temps comme ça, tu parles juste d'engagement. Et l'engagement, il n'y en avait pas à La Rochelle. Alors, on nous met une pièce sur Grégory Aldrit dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez de son niveau actuel ? C'est vrai qu'on a connu meilleur Grégory Aldrit que celui actuel. Hier, en plus, au moment d'aplatir, en avant. Après, vu les conditions climatiques... D'aplatir ? Oui, un aplatissant en avant. Et il a lâché le ballon. L'essai de Vincent aussi. Oui, après ça bondit en avant, oui, certes. Mais avec le temps, il ne s'est pas le seul à en avoir fait. Mais c'est vrai que oui, on le sent on l'a senti déjà plus impactant, avec plus de gaz. Alors c'est le début de saison, est-ce qu'il va se mettre en route ou pas? Mais c'est vrai qu'on a... Après, attention, je le défends quand même un peu. En début de saison, c'est peut-être un des meilleurs Rochelais. Là, il passe à côté de son match. Mais comme tout le reste de l'équipe. En début de saison, c'est quand même... il avançait quand même. Je ne suis pas alarmiste sur Grégory Aldrit. Oui, non, on sait que Grégory Aldrit, il arrivera à rebondir. Là, il a 2-3 matchs de moins bien. Il a pas mal enchaîné. Peut-être qu'il a un petit coup de mou physiquement. Mais on se doute qu'avec l'équipe de France, il sera de retour à son niveau habituel. On l'espère. En tout cas. Ou est-ce qu'il fera râler les Rochelais? Il reviendra à son bon niveau avec La Rochelle. Mais oui, ce qui compte, c'est en fin de saison. Les matchs. Ah désolé, j'avais pas compris. J'étais complètement ailleurs. Au-delà de la défaite, on le disait, le contenu a été décevant. Moi, je pense que... Alors, c'est dur de dire qu'il faut s'inquiéter pour La Rochelle, parce qu'on l'a déjà dit en début de saison, en fin de saison... Enfin, la saison dernière... Je trouve que ça fait un moment qu'ils sont bizarres, ces Rochelais. Ils sont jamais... Non, mais c'est vrai, moi, je les trouve peu convaincants.
Là, comme je te dis, ils ont la rechute. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de continuité dans leur jeu, de constance dans leur jeu. C'est exactement le mot Mais c'est aussi parce que, on va revenir sur le même débat qu'il y a 2 semaines. Ils essayent de développer un nouveau style de jeu qui a marché contre l'UBB, qui est d'écarter les ballons quand même un peu plus, de moins s'appuyer sur ce pack qui est peut-être devenu prévisible. Je pense pas que c'est ça. Ils ont déjà commencé à essayer de jouer bien plus tôt. Ça date pas de maintenant. Ouais, l'année dernière c'était quand même sans succès. Là, tu sens qu'il y a un peu de mieux cette saison. Oui. Le problème, c'est vraiment l'engagement. Ouais. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne La Rochelle sur les prochaines semaines. Mais il faudra quand même un petit peu se réveiller parce qu'après, ils reçoivent le Stade Français. Stade Français, moi je pense que ça a tout l'air d'un match piège. Ouais, Stade Français qui a gagné, qui s'est un petit peu relancé. La Rochelle qui est un petit peu fébrile. Bon, je les vois pas perdre à domicile, mais bon. On sait jamais, ça peut quand même être dangereux. C'est dans longtemps, on va voir déjà les relâches en équipe de France, machin. Oui. Ah oui. Oui, t'as raison. Bon, en tout cas, je parle du Stade Français, ça nous permet de glisser sur le MVP de la semaine, messieurs. Allez, c'est parti, jingle. Alors, le MVP de la semaine, est-ce que tu t'en rappelles, Yanis? Oui, JJ Van der Mecht. Merci. Je voulais pas prononcer le nom puisque je le prononce toujours très mal. Deuxième ligne du Stade Français qui a marqué un essai, 7 plaquages cassés et 13 courses ballon en main. C'est bien. C'est vraiment pas mal, franchement, pour le deuxième ligne. Il y avait Tanga qui était vraiment pas loin aussi, sur les grosses perfs, la grande mêlée. Et les grosses perfs tout court d'ailleurs, puisque le Stade Français s'est réveillé. Et ça fait du bien. Oui, là JJ Van der Mecht particulièrement, il a toujours été beaucoup servi par ses coéquipiers lors des matchs, sauf que le problème c'est qu'il tenait pas une mi-temps quoi. Sur le match précédent, il souffrait physiquement depuis quelques mois déjà. Il peinait à redevenir le JJ Van der Mecht impactant du début de saison dernière. Là, peut-être qu'il a un peu bossé sur son physique et il a perdu beaucoup de postes. C'était à l'intersaison, il a vraiment travaillé sur ça. Et donc du coup, il a gardé quand même ce côté déménageur et casseur de plaquage, destructeur, mais tout en gardant quand même un minimum d'endurance, ce qui est important dans les matchs, surtout pour le Stade Français qui a besoin d'un pack player comme ça pour faire avancer l'équipe. Quand tu es en manque de confiance, tu as besoin d'un JJ Van der Mecht qui te fait avancer. Et oui, le Stade Français, à son image, s'est réveillé face à Clermont. Je dirais pas beaucoup de choses de la performance clermontoise sur ce match qui est très limite. On va leur accorder un joker sur celle-là. Mais ça a le mérite d'avoir profité au Stade Français, qui a quand même signé de beaux essais avec de belles combinaisons, qui s'est plutôt retrouvé que ce soit devant ou derrière. Alors messieurs, j'ai fait une erreur de débutante, puisque je n'ai pas vérifié après le match. Oh là là, c'est un Toulousain. Emmanuel Mafou. C'est même 2 Toulousains. Merci dans le chat, vous nous avez un petit peu réveillés. C'est Capozzo, le MVP de cette semaine, et derrière on a Malia. Voilà. Après, t'as vu, elle dit que c'est nous les mecs dispersés pendant le match et tout, qui faisons que parler. Après, Capozzo et Malia, on en a déjà parlé. Voilà, et alors j'allais justement. On l'avait anticipé ça. Émission 100% Toulouse, sinon la prochaine fois. Vous y attendez pas celle-là. Comme on a déjà parlé de Toulouse et de Capozzo et de Malia, c'est pour ça qu'on va quand même rester sur le Stade Français. J'espère que vous nous en voudrez pas. Mais effectivement, on corrige, c'est Capozzo, le MVP. Bref. Combien de points du coup? Le chat Capozzo, 92. Malia, 82. Et notre Van der Mecht. Rappelle-le Gigi. Gigi. JJ. 80. Gigi, tu peux pas dire Gigi. Donc là, tu... À la française. Gigi. Oui, donc Gigi. Soit tu dis Gigi, soit tu dis JJ. Ouais, ça. Bon, moi j'aime bien Gigi. Ce sera Gigi. Gigi. Donc, bon, ce Stade Français qui fait plaisir. Est-ce que ça va durer ? On ne sait pas, mais en tout cas, ils sont sortis de la zone rouge. Ils ont un beau déplacement la semaine prochaine qui sera sûrement révélateur à La Rochelle. Il faudra au moins accrocher un point pour confirmer que le Stade Français sera sûr dans ce début de saison qui a été loin d'être simple, avec notamment le licenciement de Karim Ghezal et la prise de pouvoir de Paul Gustard. Le Stade Français est-il en train de revenir ? Pour revenir, ils ont fait ce qui leur est de mieux, c'est-à-dire fermer le jeu. Le jeu. Non mais c'est vrai. Hier, à un moment, on l'a vu, c'est flagrant sur l'action où Carbonel marque un essai. Combien de temps de jeu, combien de séquences, il y a eu des fautes au milieu clermontoise, mais combien de minutes même ça a pris avant qu'ils écartent le ballon, que le ballon touche Carbonel. Ça a pris du temps. On voyait vraiment qu'ils étaient en manque de confiance et qu'ils se sont dit il faut qu'on refasse comme l'an dernier, qu'on tambourine devant, qu'on soit solide en défense. Et voilà, au moment ça va craquer. Bon, c'est ce qui s'est passé.
Après, je trouve que dans ces moments-là, on n'est qu'à la 8e journée. Le Stade français, on a vu qu'ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux en début de saison. Je pense vraiment que ce genre de changement dans le staff, ça fait quand même du mal au collectif. Que tu sois pour ou contre, franchement, là, on n'en sait rien. C'est en fonction de si l'entraîneur est apprécié ou pas, ou s'il fait du bon travail ou pas. Là, on peut pas se mettre à leur place. Ouais, mais je me dis que ça les a peut-être enrayés, tu vois, sur le début de saison et que ils vont vers le mieux et que ça peut durer. Tant que tu mets pas de continuité, forcément ça peut pas marcher. Et là en l'occurrence quand tu changes des entraîneurs, que tu les enlèves, je sais pas. Non, tu penses pas que ça peut tu penses pas que ça a eu un rôle sur ce début de saison? Le fait que ça se passe mal en interne, qu'on change d'entraîneur? A priori, des fois, il y a des entraîneurs qui sont débarqués parce que vraiment il y a une spirale négative de défaite. Là, a priori, c'est dans la saison, c'est qu'il y avait un problème en interne. Alors effectivement, est-ce que les joueurs l'ont bien pris, est-ce que c'est enfoncé? J'avoue que c'est un peu plus dur de savoir, c'est surtout plus dur à juger que quand, je sais pas, j'ai l'exemple qui me vient, Colazo à Brive l'an dernier où vraiment on voyait qu'il y avait un problème sportif, que ça passait plus. Là c'est que ça vient plus de l'intérieur a priori. Donc, Bon en tout cas, faut voir, maintenant il faut confirmer quoi, parce qu'une victoire, ça ne suffit pas pour le reste de la saison. On va passer au 15 de la semaine. Alors, le 15 de la semaine, messieurs, est-ce que vous l'avez vu en intégralité? Achraf va nous le mettre à l'écran. Voilà, plutôt pas mal. Oscar de la semaine, c'est Lucas Martin, le talonneur de Bayonne. Donc, en Toulousain, on a Capozzo, on a Kroos et Meafou, qui ont fait de belles performances. Chez les Bordelais, on a Jalibert et Bielbiarré. Bon, on y reviendra après, parce que Yanis, tu voulais nous parler de ce 3e ligne centre du Racing. Que tu avais vraiment bien aimé. Oui, sur le match alors le Middle a choisi de récompenser Max Spring à juste titre pour son bon match. Je crois qu'il a 3 étoiles, son match face à Perpignan. Mais je trouve que Daimani, c'est vraiment un mec qu'on met jamais en avant, qui arrivait un peu sur la pointe des pieds au Racing et qui, à côté de plein de stars, on va dire, entre guillemets, comme Owen Farrell, comme Noël Le Garec, a su faire sa place et là était très décisif face à Perpignan et très intelligent surtout, en mêlant puissance sur ses courses, vitesse et mobilité, notamment jeu de main, aisance technique. Il est décisif sur 3 essais, si je dis pas de bêtises, celui de Le Garec, celui de Spring et le premier, mais j'ai oublié lequel c'était le premier. Le premier, c'est Farrell qui marque. Il est pas décisif sur. Il me semble pas parce que tu sais c'est le ballon qui c'est pas lui qui oui, mais lui c'est lui qui passe les bras, non? Je sais plus. Je crois que c'est lui qui passe les bras. Et donc du coup sur un profil vraiment intéressant, j'ai bien aimé, me fait penser un peu à Uzier Kassim. Je sais pas si tu partages mon avis, Loïc et Manon aussi, mais j'ai bien aimé sa performance d'hier et je trouve que c'est un joueur sous-coté. C'est vrai que je partage ton avis sur cette comparaison dans le sens où tous les deux ils touchent beaucoup de ballons, ils ont cette faculté à passer après contact. Ça c'est que Daimani a un profil un peu plus léger, quand même plus aérien que Zerkassim. En tout cas, on voit que le synthétique lui fait du bien, non pas qu'il n'ait pas brillé avant à Créteil parce qu'il avait déjà été plutôt intéressant, plutôt en vue, dans un Racing qui était quand même bien bas sur certaines performances, notamment de ce magnifique 0-0 à la pause contre Toulon. Mais là, c'est vrai que le synthétique, on le voit, ça lui fait encore plus de bien parce qu'il a vraiment des cannes. Et oui, effectivement, comme dit Yanis, on n'en parle pas trop pour l'instant. C'est pas la recrue la plus clinquante de cet effectif, notamment à cause de Farrell qui prend beaucoup de lumière. Mais je pense qu'on parlera beaucoup de lui dans les semaines à venir. Farrell qui a marqué son premier essai en top 14. C'est quand même... Oui, un essai... il s'est arraché, il a vu l'espace, un peu un essai de filou qui ressemble un peu à Farrell. Et puis il était content. Ça se voyait qu'il avait un peu de rage quand même en lui. Il a extériorisé un peu ça, c'était intéressant de voir ça. Oui, après il a extériorisé sa rage aussi quand Beria lui a mis une pièce et qu'il lui a mis... c'est exactement ce que j'allais dire. C'est dommage. Et qu'après, Owen Farrell a été Owen Farrell sur ce match et c'est plutôt plaisant. Mais c'est un geste qui sert à rien. Enfin, je vois pas... Et je trouve que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais carton jaune, c'est sympa. Oui, après, il faut pas non plus, il a pas mis... il a pas séché comme ça d'une droite. Non, ok, mais non, je suis désolée. Disons qu'il aurait dû dire, regarde le score, t'es relégable, rentre chez toi, quoi. Ça aurait été
ce qui était le cas. Après, je sais pas ce qu'il y a dit, mais bon. Bah, il a vanné parce que Farrell avait trouvé une touche directe, ou je sais plus, c'était un coup de piraté. Ah, mais il était sur le terrain en fait, Loïc. Ah oui, j'étais là. Moi, j'étais porteur d'eau parce que je suis pas invité dans les 23, mais j'étais là quand même. On passe à Mathieu Jalibert. Yanis avait envie d'en parler. Ah bon? Ah bon? J'apprends. Non, mais Mathieu Jalibert qui a fait un bon match. Il fait le surpris, Tu sais pourquoi il rigole? Parce que c'est lui là, le titre. Jalibert prend son pied. Oui, mais en tout cas, le titre est factuel. Il rigole à chacun de ses titres, c'est immense. C'est bien pour Jalibert, c'est bien surtout. Ils aiment bien mes titres dans le chat, je le sais. J'ai mon public, y a pas de souci. Non, Jalibert, avec Lucu, c'est la charnière bordelaise qui a pris le match en main face à Pau et au pied aussi. En main ou connecté. Qui a pris le match au pied face à Pau. Pas forcément dans le registre dans lequel on le connaît, Mathieu Jalibert, qui est vraiment un attaquant ultime avec ses prises d'intervalle, son animation. Alors il l'a fait aussi, décisif avant l'essai de Lucu, décisif sur l'essai de Bielbarré où il attaque vraiment très bien la ligne sur une super course et après il fait une bonne passe. Mais c'est par son jeu au pied et son alternance qu'il a brillé, notamment en faisant reculer le rideau défensif palois et l'arrière-garde surtout paloise, et en les mettant en difficulté. En cherchant les bonnes zones, en trouvant les zones où il y a les ailiers qui montaient très vite, Louis Bielbarré, Damien Penaud et même Romain Buros quand il était là. Cela a conduit à faire gagner Bordeaux sous la pluie. Sébastien Piccioni et Yannick Bru ont loué la qualité de cette charnière bordelaise et notamment de Mathieu Jalibert, même s'il a eu du déchet, oui, je vois venir ceux qui disent il a mis des touches directes en seconde période, c'est vrai, puisqu'il a beaucoup tenté aussi. Ça a été sans conséquence. Et juste avant le rassemblement de l'équipe de France, Mathieu Jalibert continue à montrer qu'il est un 10 exceptionnel. C'est exactement ce que c'est très. Franchement, tu vois, c'était carré. T'étais pas prêt à en parler, mais finalement, oui. Dès qu'on le lance sur un Bordelais, ça va tout seul de toute façon. Ils sont pas si... Ça, quoi Ils sont pas si critiques que ça dans le chat. Sans Jalibert hier, le match est une purge totale. Oh, mais même avec Jalibert hier, le match était une purge totale. Je sais pas... Ah oui, non, c'était pas beau à voir. Alors, pour être honnête, j'ai enchaîné avec Montpellier-La Rochelle, ça me permet de relativiser Bordeaux-Pau. Oui, tu compares la peste et le choléra, mais non, Bordeaux a su être efficace, mais le match était vraiment pas ouf à voir. Après, il faut dire, il y a des essais qui sont accordés. Tu aussi. Les comprends, tu peux pas envoyer du jeu comme ça quand il pleut. Ils ont essayé de le faire. Il y a eu 9 en avant côté palois, 7 côté bordelais. Tout au long du match. Donc, oui, en deuxième période, ils ont tapé au pied et ça leur a réussi. Donc, comment leur en vouloir? Bon, en tout cas, Jalibert, très bien avant le 15 de France, tu l'as dit, Annie, ça nous permet de basculer sur la dernière partie de cette émission, qui sont les yeux bleus. Je teste, Achraf il est prêt à chaque fois. Hein. Franchement, bravo. Parce là, que la soirée qu'il a passée, il a qu'une envie, c'est rentrer chez lui. Il envoie les jingles comme ça. Quand tu dis ça, il va dire je vais pouvoir rentrer chez moi. Alors, ces yeux bleus. On parle du 15 de France à l'aube de la tournée d'automne. 3 nouveaux forfaits. C'est tombé ce dimanche soir. Donc, Antonio, Berdeux et Beauchaton. Donc, Beauchaton qui serait touché au dos. Antonio, Simon nous disait qu'il était strappé au niveau du mollet droit. Pendant la rencontre. Et il y a même Falatea qui devait remplacer Antonio et Falatea qui touchait au niveau du genou. Exactement. Le genou qui a gonflé. Et donc du coup c'est Régis Montagne qui débarque. Et oui. Régis Montagne, oui. Faut quand même parler de cet été, ce qu'il a fait. C'est assez drôle. C'est-à-dire, souvenez-vous, il arrive en Argentine pour remplacer je sais plus quel joueur. Il arrive en Argentine, c'est vrai que, oui. Au moment où c'est le bazar complet, il y a tout qui explose entre Jaminet qui fait des stories Insta, Orado et Jego arrêté. Lui il débarque là dans ce contexte, il va en Uruguay, il joue pas du coup parce qu'il est pas prêt physiquement, il a pas, en plus avec le décalage tout ça, et il joue pas non plus le match contre l'Argentine, il rentre à Clermont directement, donc sacré été quand même pour Régis Montagne. Ouais, bon peut-être qu'il sera dans de meilleures conditions cette fois. On espère que ça peut pas être pire a priori. J'espère pour lui. Ensuite, alors je les ai mis ensemble. Antoine Astoy. Ça y est, ça commence à être tard. Je perds les voyelles. Ouais, minuit 8, c'est normal. Antoine Astoy et Cameron Woki, qui étaient un petit peu les absents de cette liste quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Oui, c'est séance de rattrapage pour moi, pour Cameron Wauquiez et Antoine Astaï. Bon, Astaï, le truc, c'est qu'il va pas pouvoir trop montrer. Hein. Il est quand même assez loin dans la hiérarchie des numéros 10. Cameron Wauquiez aura peut-être un peu plus une chance de retrouver sa place, impressionner de nouveau le sélectionneur et son staff. Dans quel état d'esprit t'y vas là, franchement? Qui? Cameron Wauquiez. Là, pour le grand absent. Tu veux prouver oui. Là, tu veux prouver, tu veux montrer que tu as ta place et que tu veux pas la perdre. Il a cette chance qui est presque inespérée, puisque c'est sur une blessure qui revient. Donc, tu as juste envie de montrer que tu as ta place et que tu vaux l'équipe de France. Ouais. Là, il a une semaine pour tout donner, pour derrière être appelé dans le groupe qui, lui, jouera vraiment contre le Japon. Il a vraiment cette semaine d'entraînement jusqu'au jeudi, je crois. Après, il y en a qui sont relâchés. Donc au moins jusqu'au jeudi pour vraiment tout prouver et montrer que le staff du 15 de France s'est trompé et que c'est parce que c'est vrai que les dernières sorties avec le Racing sont loin d'être le meilleur Cameron Wauquiez qu'on a connu et ça fait un moment qu'on le cherche d'ailleurs. Je pense qu'il le sait depuis plusieurs mois maintenant, même depuis son arrivée au Racing au final. Puis son arrivée au Racing, il a un peu plus de mal. Il est sur ça a été peut-être compliqué pour lui de s'adapter au jeu du Racing. Il y a aussi cette adaptation deuxième ligne. Mais là, il est repassé troisième ligne cette saison. Mais cette adaptation deuxième ligne, troisième ligne, il a été baladé un peu partout, même numéro 8 avec le Racing. C'est peut-être un peu dur pour lui de s'y retrouver. Moi, je pense qu'il faut qu'il se reconcentre. Il le fait bien d'ailleurs en match, je trouve, sur la touche. Montrer qu'il est indispensable en touche et après retrouver cette confiance qui lui manque puisque c'était quand même un super joueur quand il était titulaire avec l'équipe de France. On se disait où c'est qu'il va être titulaire en deuxième ou en troisième ligne, on se disait pas est-ce qu'il va être appelé ou pas. C'est vrai. Dans le chat on nous parle de Joris Second qui selon eux avait sa place comparé à Antoine Astaï. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi pas. Après là, dans tous les cas, je ne veux pas les assassiner, mais je pense que c'est un poste où de toute façon, ils ne peuvent pas espérer grand-chose même avec l'absence de Romain Ntamak. Il y a Dupont qui peut jouer en 10, Ramos, Jalibert, il y a quand même du monde devant eux. Tu penses pas qu'il va vouloir tester quand même 10 Je suis pas sûr. C'est vrai que Second, c'est un bon joueur de rugby, mais c'est vrai qu'il a quand même un style, on l'a vu avec Stade Français, avec Bayonne. Il a un style qui peut-être pas celui du 15 de France. Il colle pas, Et c'est vrai qu'il a un super atout, c'est son jeu au pied, que très peu ont, mais c'est vrai que je pense que devant lui, il reste encore des joueurs. Déjà, il y a Ntamak, Jalibert qui sont discutables, Ramos qui peut jouer là. Il y a aussi Léo Berdeux, là qui est blessé, mais qui fait un super début de saison au Loup et qui en plus a pour lui d'être un joueur assez offensif. Léo Barré et d'être un très bon buteur. Ouais, mais Léo Barré, je pense qu'ils vont le garder qu'à l'arrière. Ouais, mais Léo Barré, il est aussi ouvreur à la base. Donc, oui, mais tu vois, je pense pas qu'il. Oui, mais c'est pour dire le panel de joueurs qui peuvent jouer en 10 et Dupont. Voilà. Et il y a Antoine Astaï aussi qui revient, que le staff connaît très bien. Alors, c'est que Second a fait la tournée en Argentine. Donc le staff a pu le côtoyer pendant plusieurs semaines, mais effectivement, je pense qu'il part de très loin et que le seul truc à espérer pour lui, c'est une tournée, comme il y a eu sur le premier mandat de Galtier, en Australie, au Japon, où il y a des mecs qui arrivent à gratter des caps pour avoir une sélection, ce qui ne serait pas volé non plus, mais c'est vrai qu'il tombe sur une période où il y a pas mal de 10. S'il avait fait ces matchs-là en 2015, tout le monde aurait dit « c'est le nouvel ouvreur du 15 de France ». Et là, malheureusement, il arrive avec 10 ans de retard. Plus au style de jeu du 15 de France à ce moment-là. Aussi. Maxime Machneau à la mêlée. Déjà, putain, en plus. Oui. J'ai pas fait exprès. Je veux pas crucifier Berdeux et Beauchaton, mais finalement sur ces 3 forfaits, c'est vraiment Antonio le coup dur, quoi. Non. Pourquoi oui, enfin, c'est coup dur les trois, même surtout pour eux, puisque notamment Beauchaton, c'est un mec qui allait découvrir l'équipe de France, qu'il avait déjà découvert d'ailleurs, je crois, mais qui avait plus de chance là de se montrer avec la confiance et tout. On a quand même maintenant, grâce à Tevita Tatafou, un droitier supplémentaire dans notre champ, voilà, dans notre rotation. Pour pallier cette absence, surtout qu'apparemment c'est pas très grave à Tonio non plus, donc on va pas s'alarmer. Je suis pas sûr que Flatter soit très grave aussi. J'attends de voir, mais je suis pas inquiet plus que ça, surtout que là on est quand même à 2 semaines du match face à l'Argentine. On a le temps de voir face au Japon. Donc on a le temps de voir venir. Et pour l'histoire, il faudrait que ce soit Tatafou qui joue contre le Japon. Il y aura Tevita Tatafou contre Tevita Tatafou. Ça serait on les a en championnat, on peut les avoir en sélection. Oui, c'est vrai. C'est très sympa. C'est dommage que Tevita Tatafou, le 8, parte de Bordeaux l'année prochaine. Ça aurait fait. Est-ce qu'on est sûr de ça d'ailleurs? Parce que j'ai vérifié la dernière fois. J'ai vu qu'au final, le Bordeaux voulait quand même le garder. Je crois qu'il rentre. Ah ouais?
Parce que j'ai vu qu'ils essayaient, je crois que c'est nos confrères de Sud-Ouest qui écrivaient ça, je sais plus où j'ai lu ça. On verra. Mais que Bordeaux voulait quand même le garder, parce que je me dis, attends, ça m'étonne quand même. Ok, il veut peut-être retourner au Japon, je crois que j'ai vu pour des raisons familiales, mais c'est vrai que ça serait une sacrée perte pour Bordeaux, parce que là, ils avaient fait une sacrée trouvaille. Ouais, en plus des raisons familiales, je sais en tout cas que... là ça a changé mais, avec Eddie Jones, mais à la base les Japonais en sélection n'aiment pas trop que les internationaux japonais aillent à l'étranger. Bon là il se trouve qu'avec Eddie Jones ça a un peu changé puisque lui connaît le niveau notamment du top 14 et sait que c'est bénéfique pour ces joueurs là, voilà, à la base, c'est pas très bien vu quand t'es international japonais de jouer hors de la Japan League One. Alors c'est vrai que les mœurs japonais, tu connais mieux le Japon que moi, sont quand même non, pas très particuliers, mais je trouve ça quand même dommage. C'est vrai qu'un Tatafu a dû progresser à l'UBB, un Saito doit vachement progresser à Stade Toulousain. Ça serait bête de se ruer de ça de ces joueurs. Alors c'est vrai qu'on pense notamment à Goramaru à Toulon, avec qui ça s'était pas très bien passé. Matsushima avait déjà plus joué que Goramaru. Oui. Goramaru, c'était vraiment, il était arrivé phénomène. Au final. Mais c'est vrai que c'est dommage pour les Japonais, parce que le championnat de top 14, semblant manquer de respect à la Japan League One. C'est vrai que le top 14 est quand même au niveau au-dessus en termes d'intensité. Toi qui as vu un match, mais intensité, vitesse, physique. Tu joues en 3ème ligne. Ah, c'est flatteur, merci. Bon, ils vous rejoignent sur Tatafu dans le chat. Messieurs, on va y aller ? Non ? Est-ce que vous avez on va y aller. Oui, on te suit. Mais si tu pars, on va pas la faire à deux. Ouais, alors Yanis, on n'a pas parlé de Montpellier, petite présentatrice. Qu'est-ce qu'on fait On continue. T'as bien aimé, toi, les matchs du week-end? T'as regardé quoi? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ah oui, bien sûr, Ashraf. Ah oui, Ashraf, bravo. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse Pro D2? On peut faire une petite parenthèse Pro D2. Montauban qui est premier, allons-y. L'émission qui dévie, ça y est. Non, mais franchement. De toute façon, tu parles de. Un jour, on fera une 3ème mi-temps Pro D2, j'y crois. Ouais, on sera sûrement 15, mais... Ouais. Le vendredi soir, après... Parce qu'un jour, je crois aussi qu'il y aura un multiplex de Pro D2. Est-ce que dans le chat, vous regardez la Pro D2? Parce que là, on sent que Manon veut rentrer chez elle, puisqu'en tant que grand-mère, elle doit s'occuper de ses petits-enfants. Mamie, Kamomi, mais excusez-moi d'être fatiguée, parce que je travaille beaucoup comparé à eux. Quoi? Alors que nous, après, on fait quoi? On va en boîte. Ah bah quoi? Rendez-vous tout à l'heure. Je rigole, on travaille tous, mais où est Théophile? Sympa. Ah ouais, Théophile, il est au match. En tout cas, personne ne se prononce sur la Pro D2. Je trouve ça assez vexant pour ce championnat. Mais bon, c'est pas grave. Oui, on regarde Montauban. J'espère bien que vous regardez Montauban maintenant qu'ils sont leaders en plus. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Messieurs, on va y aller parce qu'il nous reste encore du travail. Très bien. Faut aller boire la tisane? Oui. Je l'ai préparé là-bas sur mon bureau. Elle va refroidir. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et merci à Ashraf qui, malgré les 2 défaites de Marseille et Toulon, a quand même réussi à faire l'émission. Bravo à lui. Bah ouais. Merci, tu m'as bien tué Pardon, excuse-moi. Ma phrase de fin, mais c'est pas grave. Merci à François aussi qui était dans la rédac là quand même. Mais oui, le pauvre. Parce qu'on sentait que t'allais zapper là. Toi, t'es individualiste. Non. Si. Toi, tu veux juste rentrer chez toi? Oui. Ouais. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.